Yo, faut que je vous parle d'une série dont tout le monde a parlé. Bon, je sais, j'arrive un peu en retard, mais j'aime pas trop les trucs à la mode. Et cette fois-ci, bon sang, j'aurais vraiment pas dû attendre. Une amie m'a convaincu de voir la série, je l'ai commencé lundi, et mardi soir je l'ai fini, donc il fallait absolument que je vous en parle. Si vous n'avez pas encore vu cette série, foncez directement sur Netflix pour la voir, elle est vraiment géniale. Et grosso modo pour l'histoire, au départ ils sont 400, à la fin il n'en restera qu'un. Série un peu trash mais également touchante qui est un mélange entre Lost, Hunger Games et un peu Walking Dead dans l'aspect survie à tout prix. C'est une Netflix coréenne, très bien rythmée, pas trop lente, pas trop rapide, et avec pas mal de séquences de suspense. Foncez direct voir cette série, ne la montrez pas à vos enfants car elle reste quand même un peu trash, et maintenant on passe tout de suite à la partie spoil pour ceux qui l'ont vue. En général, devant essayer Netflix, je dors partiellement durant tout l'épisode, et c'est que le cliffhanger de fin qui me réveille et qui me pousse à voir l'épisode suivant. Ce que beaucoup font à mon avis. Mais ici, c'est vraiment une série ingénieuse pour laquelle j'avais beaucoup de mal à imaginer ce qui allait se passer au fur et à mesure des épisodes, et je me suis demandé, mais pourquoi elle a aussi bien marché? Premier point, le personnage principal respire la bonne humeur et la joie de vivre. Malgré tout ce qu'il se prend dans la gueule, il garde le sourire. Et c'est grâce à lui que j'ai vraiment accroché à la série. Regardez-moi cette tête-là. Vraiment, non mais regardez-moi cette tête. Et heureusement qu'il était là, car sans lui, je pense que j'aurais arrêté la série au bout de l'épisode 1, que le 1, 2, 3 Soleil, il m'a un peu trop retourné l'estomac, ça m'a beaucoup trop rappelé le Bataclan. Et ce personnage, il reste bon jusqu'à la fin. Et c'est peut-être le petit reproche que je ferai à la série, c'est qu'on sent trop que son créateur adore son personnage principal, donc on n'a jamais peur que ce personnage meure en fait. Mais on a plus peur qu'il bascule du côté obscur, donc l'enjeu du combat de la fin de la saison n'est plus sa survie à lui, mais la survie de sa conscience. Et on sait d'avance que tous les autres personnages vont mourir au fur et à mesure. Deuxième point, c'est facile de s'identifier à tous les personnages car on est quasiment tous dans la même situation qu'eux, à avoir des dettes et à galérer pour les rembourser. Tout ça parce qu'on t'a dit que dans la vie, pour être heureux, il fallait faire des études pour avoir un bon travail. Et pour avoir ce bon travail, il te fallait une voiture pour y aller. Et il te fallait aussi un chez toi. Et ensuite, on t'a dit que pour être heureux, il te fallait des gosses. Et puis, il te fallait du coup une maison. Et du coup, tu reprends des crédits et des crédits et des crédits. Et tu t'en sors jamais, tu ne vis jamais en fait, bordel. Vous l'avez compris, c'est la merde. Cette série est forte car c'est une métaphore totale du système capitaliste. Dans le film Time Out, il y a une phrase qui revient souvent qui est « Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir ». Et c'est le système capitaliste de l'extrême dans lequel nous sommes. Pour que quelques-uns soient tranquilles toute leur vie, la majorité doit travailler toute la journée dans un taf qu'ils détestent pour payer le coût de la vie. Et c'est pour ça que cette série a aussi bien marché, on est tous en galère putain! Et les persos représentent chacun une partie de la population ou une fin possible dans nos vies. On a un ouvrier d'usine qui a été viré suite à une délocalisation, on a un étudiant avec un énorme potentiel qui s'est fait chier à la gueule par le système, pas littéralement hein, un retraité SDF qui va bientôt mourir à cause d'une tumeur à la tête, ce qui pourrait nous arriver à tous dans nos vieux jours, hein. Je vous rappelle que 600 SDF meurent chaque année en France. D'ailleurs, c'est le seul, je trouve, qui a l'air de s'amuser pendant tous les jeux. On a l'immigré très gentil et très sympa qui est venu pour aider sa famille au pays. Et puis on a elle. Bon, elle, franchement, qu'est-ce qu'elle est chiante. Oh, elle la ferme jamais. Elle la ferme jamais. Elle la ferme jamais, bordel, elle la ferme jamais. Oh là là, à l'épisode 3, mais j'étais là en mode, mais... Oh, mais tu es là, 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 tu es là. Et quel fucking bonheur de la voir mourir en plus avec l'autre loup, là, ensemble et tout, là. Oh, oh. Et la dernière, qui je trouve est trop silencieuse et souffre du syndrome du scénariste de Walking Dead. Syndrome qui s'explique comme ceci. Oh mon dieu, le perso meurt à la fin de l'épisode, faut que j'ajoute plein de dialogues pour lui donner de la profondeur avant qu'il meure, vite, 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 vite. Situation que l'on retrouve très souvent dans Walking Dead. Troisième point, la mise en scène et les décors. Toute la série joue les contrastes, à la fois très trash avec les meurtres et la vente d'organes, tandis qu'on est dans un monde enfantin avec des couleurs enfantines et des jeux enfantins. Tout comme dans un monde capitaliste où l'on vous vend le rêve américain alors qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que vous y parveniez. Tout est une question de mise en scène. Quatrième point, les jeux. Jeux enfantins qui sont toujours tournés de manière sale, mais toujours avec une logique derrière. Logique qui dit qu'être le mieux placé par la nature ne vous donne pas d'avantage, donc ça, c'est un peu une explication un peu facile puisqu'elle ne concerne que quelques-unes des épreuves. Première demande à être réactif, concentré et à ne pas se laisser dominer par la peur. La deuxième épreuve, c'est un coup de l'échouille, tout simplement. Cette logique, je l'ai vraiment adorée parce que je m'y attendais pas du tout.
La troisième est très intelligente et la solution est donnée par le vieux, j'ai bien apprécié ça. Logique qu'on ne retrouve ensuite plus dans les derniers jeux et je trouve ça vraiment dommage, c'est pour ça que j'ai un peu moins accroché à la fin de la saison. Parce que durant les premières épreuves, j'étais en mode « Ah, comment ils vont faire? Comment ils vont trouver la solution pour esquiver un peu l'épreuve ?» Tu prends la traversée du pont par exemple, qui est un bon moment de suspense, j'avoue, mais tout est une question de chance. Et moi je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui fasse un tilt et qui se dise « Mais en fait, il n'y a pas besoin de marcher sur les vitres, on peut marcher sur les rails. » Il faut aussi faire en sorte de ne pas se faire tuer pendant les nuits, donc là aussi on est sur un rapport de force, encore une fois. Et à la fin, lorsqu'il leur donne à tous les trois des couteaux, bah là aussi c'est une question de force et c'est complètement injuste de la faire jouer alors qu'elle est gravement blessée. C'est d'ailleurs dans cet épisode que le scénariste de Walking Dead a agi principalement pour donner de la profondeur à ce personnage qui ne parlait pas depuis le début. Donc sur les jeux, globalement, c'est réussi, mais en demi-teinte. Heureusement que le suspense est là. Et là on arrive au cinquième point de la série qui est pour moi la deuxième véritable force de cette série, sa simplicité. Sa simplicité en termes de décor, en termes de vêtements, en termes de mise en scène, en termes de jeu, c'est du génie. Tout comme Paranormal Activity, j'y vois du génie dans le sens que la personne qui a écrit le scénar, qui a imaginé tout ça, est partie de rien et rend cette série tout de même passionnante avec rien. Que ce soit dans le cinéma, dans les séries ou même à la télé, les scénaristes vont toujours essayer de créer quelque chose à partir de rien avec le moins de choses possible. Car un projet qui a besoin de moins d'argent sera bien plus facile à produire. Donc lorsqu'on arrive à un projet qui marche aussi bien avec si peu d'argent, c'est du génie. Parce que franchement, pourquoi s'emmerder à faire toute une installation sophistiquée avec des singes mutants, avec un brouillard acide, quand tu peux simplement les faire jouer aux billes? C'est génial! C'est génial! Sixième point, le rythme. J'ai lu que beaucoup s'étaient arrêtés au deuxième épisode, et j'avoue, moi aussi, j'ai un peu somnolé durant le deuxième épisode. Il est là un peu pour rabâcher ce qu'on avait déjà vu dans le 1, c'est-à-dire qu'ils sont tous en galère. Donc il est bien quand même parce qu'on creuse tous les personnages que l'on va voir durant la saison, mais il est poussif. Heureusement que le premier épisode était là et qu'il m'avait suffisamment convaincu pour que je poursuive. Hormis ce deuxième épisode, je trouve que la saison dans sa globalité a un très bon rythme, à la fois avec des grosses séquences de suspense durant les jeux, et quand même avec des conversations qui sont là pour creuser les personnages, mais des conversations qui sont pas chiantes, qui sont pas longues, qui sont sincères. Et c'est là aussi une des forces de la série, c'est sa sincérité, puisque tout est simple, tout est épuré, et on garde la sincérité, on garde un peu la réalité de ce monde. Et la réalité de leur monde, c'est-à-dire qu'ils sont en galère dans leur vie. Et ça, c'est un très bon point que je souligne, car les séries Netflix, en général, je trouve que tous les épisodes, c'est des séquences de dialogue longues qui s'enchaînent jusqu'à un cliffhanger de fin. Et là, c'est pas vraiment le cas. J'ai vraiment été happé par la série, par sa simplicité et par la justesse de ses personnages. Septième point, les gardiens. Vous l'avez sûrement remarqué, mais les logos qu'il y a sur leur visage représentent en fait leur grade. Les ronds sont les ouvriers, les carrés sont les soldats et les triangles sont les gardiens. On n'en sait pas beaucoup sur eux, mais je m'attendais à ce qu'ils soient également tous dans une espèce de jeu, et donc également victimes. On a vu un peu ça dans Saw, et je trouve que ça aurait vraiment rajouté de la profondeur à la série. Tout comme la motivation des riches au dernier épisode, bah on s'ennuyait, alors on a fait un Battle Royale perso sur notre île. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait partie un peu des inconnus de la série, on n'en sait pas beaucoup. Donc je préfère pas trop m'avancer là-dessus, on en saura plus dans la saison 2, et là je pourrais vraiment avoir un avis dessus. Huitième point, le titre de la série. À chaque épreuve suivante, je m'attendais à ce que ce soit le fameux jeu du calamar, et c'était jamais le cas. Même le combat final, qui devait être un Squid Game, bah ça devient un combat à coup de surin entre deux SDF. Après recherche, j'ai découvert que c'est Netflix qui a rebaptisé la série Squid Game peu avant sa diffusion, alors qu'à la base elle devait s'appeler Room 6, en référence aux 6 épreuves, ce qui me semble beaucoup plus logique. 6 épreuves que l'on retrouve sur les murs de la salle commune de Gryffondor, et qui apparaissent au fur et à mesure que les lits disparaissent. Donc là, mauvais point pour Netflix, car je pense ne pas avoir été le seul à avoir attendu pendant toute la saison ce fameux jeu du calamar qui n'arrive jamais. Surtout que c'est la première chose qu'on présente de la série dans l'épisode 1. Neuvième point. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est son inventivité. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer au fur et à mesure, et ça mérite d'être souligné. Je me doutais bien que le perso principal n'allait pas mourir, mais je restais scotché à ma télé en me demandant en fait comment il allait réussir à s'en sortir. Et c'est les jeux avec le plus d'inventivité qui m'ont le plus scotché. Je pense par exemple au jeu de la corne, où il y a un super suspense, le jeu des billes, ou encore le coup des biscuits, que je trouve vraiment génial. Par contre, le combat de couteau à la fin, ou le combat à 3 à coups de couteau, là j'avoue j'ai un peu décroché. Mais alors qu'est-ce qui va se passer durant cette saison 2 qui arrivera dans un bon moment je pense, puisqu'ils viennent juste de l'annoncer?
Eh ben j'en sais rien. À la fin de la saison, on est 1 an plus tard, il refuse de prendre l'avion, et les propriétaires du Squid Game vont pas trop s'emmerder avec lui. Ils vont essayer de le faire disparaître. Et pour le faire disparaître, bah autant le remettre dans un nouveau Squid Game pour s'amuser un peu. Ou alors faire un tournoi spécial réunissant tous les champions des Squid Game, et là ce serait un peu trop pompé sur Hunger Games 2 et ce serait un peu dommage. Mais je pense sincèrement que cette série a des idées bien meilleures parce qu'elle n'a cessé de m'étonner durant cette saison. Maintenant, finissons sur des petits détails de la série que j'ai trouvé sympa. La somme totale à la fin est de 45,6 milliards de won, ce qui représente en fait 32 millions d'euros. J'ai été un peu déçu, je m'attendais à vraiment beaucoup plus vu comment c'est présenté dans la série. Bon, ça représente quand même énormément, surtout pour eux qui sont en limite SDF, mais je m'attendais à vraiment beaucoup plus. 456 est un chiffre qui revient très souvent dans la série puisque c'est le numéro du personnage principal. C'est la somme totale qu'il gagne à la fin, c'est également le code qu'il tape pour retirer de l'argent à la fin de la série. Le personnage de vieux reste mon personnage préféré avec le personnage principal, surtout lorsqu'on en apprend tout ce qui s'est passé durant toute cette saison et qui il est. En revoyant, il y a plein d'indices qui nous indiquaient qui était le vieux. Par exemple, on peut voir qu'il s'amuse tout le temps, c'est lui qui a arrêté la tuerie pendant la nuit. Dans le jeu de billes, eh ben, c'est véritablement son quartier, sa propre maison qui ont été reproduites. D'ailleurs, saviez-vous que son nom Il-Nam signifie premier joueur, tout comme son numéro de joueur. Pareil, lorsque le policier infiltré va dans les archives et ouvre l'édition 2020, on peut voir tous les joueurs, mais la page numéro 1 est manquante. Et une théorie intéressante là-dessus disait que le vieux était en fait son père qui l'avait amené au Squid Game pour lui apprendre à se battre dans la vie. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Passons maintenant aux survêtements des candidats qui représentent en fait les survêtements obligatoires dans les écoles coréennes dans les années 70 et 80. Et les vêtements des gardiens ont été choisis car le créateur ne voulait pas que l'on puisse savoir s'il y avait des femmes ou des hommes. Il voulait vraiment qu'il y ait une troupe sans âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, mettez le pouce bleu de l'amour, et moi en attendant, je vous dis hâte loyer. Oh putain. On est déjà le début du mois là. Oh là là. Non mais attends. 2019 c'était il y a 2 ans. Mais what?